Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Immo. On est ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale depuis le Forum des projets urbains. Dans un instant, on va voir comment Nantes se transforme, notamment sur l'île de Nantes avec de nouveaux projets. On verra comment on construit en hauteur mais en chambre, et oui, c'est possible. Et enfin, comment les cours d'école se transforment. Smart Immo, c'est parti. Smart Immo depuis le Forum des projets urbains à Nantes, sur l'île de Nantes. On va le voir, un projet emblématique et on est ravis d'en parler avec notre invité, c'est Pascal Prat. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes en charge de l'habitat, des projets urbains et de l'urbanisme durable. Ça tombe bien, on va parler des trois sujets. On démarre, Pascal, si vous voulez bien, avec la crise du logement qui évidemment n'épargne pas votre territoire, hein, qui est dynamique. Alors récemment, le PLUM, c'est le plan local de l'urbanisme métropolitain, vient d'être modifié pour justement relancer la création de logements. Expliquez-nous. Le PLUM a permis de revisiter ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation, des OAP. Nous en avons créé de nouvelles et nous en avons modifié un nombre important, puisqu'on a dû modifier 73 OAP et en ajouter pour arriver à ce 73. Les OAP, l'objectif, c'est sur des morceaux de ville, des quartiers petits, plus grands, d'avoir des orientations d'aménagement, notamment en matière de production de logements, qui donnent davantage de surface de construction, qui retravaillent les hauteurs, qui sont revenus interroger les hauteurs pour se donner à nouveau de la surface plancher supplémentaire, et puis en même temps travailler des éléments de renaturation, de pleine terre, de ce qu'on a appelé nous sur le PLUM le coefficient de biotope par surface. C'est le deuxième volet de cette modification de la M2 du PLUM, c'est-à-dire travailler la renaturation de la ville, accélérer la renaturation, redonner du sol de pleine terre pour permettre la circulation de l'eau dans le sol, mais aussi de redévelopper la plantation d'arbres et une certaine canopée qui amène des éléments de fraîcheur et de qualité de vie, et puis surtout se donner la possibilité de produire du logement, et donc en augmentant les surfaces planchées, de donner des assises financières plus fiables, plus réalisables, pour permettre la production du logement locatif social, du logement en accession abordable et du logement libre, qui sont aujourd'hui réellement en panne sur notre territoire, comme ça l'est sur le territoire national, mais vraiment d'accélérer et de libérer cette possibilité de production de logements. Donc l'idée, bâtir la ville, sur l'existant, désimperméabiliser quand c'est possible, et l'idée c'est de créer combien de logements à terme ou d'ici 2030 ? Le cap métropolitain de production du logement, c'est d'autoriser 6 000 logements neufs par an. Ces 6 000 logements neufs se décomposent en 2 000 logements locatifs sociaux, 800 logements en accession abordable, aujourd'hui portés par le dispositif BRS, qui dissocie la propriété foncière de la propriété du logement. Le bail réel solidaire, hein. C'est vrai qu'il faut être innovant au niveau de l'accession à la propriété, et ce dispositif est possible. Et même, vous voulez l'étendre, c'est ça ? Oui, on l'a augmenté. L'objectif, c'est de produire 800 logements de ce type-là sur la métropole. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 400 logements annuels, mais on sait que c'est un produit qui fonctionne et qui permet notamment aux classes moyennes, aux néo-propriétaires, aux nouveaux accédants, aux jeunes ménages, de permettre de devenir propriétaires sur le territoire de la métropole. Toutes les opérations qu'on a pu lancer maintenant depuis 4 ans, elles trouvent toutes preneurs très rapidement. Donc ce qui prouve que c'est un produit qui répond aux souhaits de certains ménages de devenir propriétaires, et à ces ménages qui sont en dessous d'un certain nombre de seuils, de devenir propriétaires. Donc voilà les aspects. Devenir propriétaire, je complète, en ayant finalement un effort d'épargne qui est comparable, enfin qui est même moindre à ce qu'on pourrait payer en loyer finalement. Oui, bien sûr, puisque le fait de ne pas avoir à acquérir le foncier décharge le ménage de cette acquisition. Il paie une redevance, mais sur la métropole nantaise, cette redevance, on l'avait capée au départ à 50 centimes d'euros du mètre carré par mois, et aujourd'hui elle est passée à 80 centimes d'euros du mètre carré. On est bien en dessous des autres BRS nationaux et de ce que font d'autres OFS, où on est à 1 euro, 1,50 €, voire 2 euros, même plus du mètre carré. Oui, tout à fait. On le sait, il y a une sensibilité écologique, verte très prononcée. On veut faire du durable sur cette ville de Nantes, et depuis longtemps avec votre maire, Johanna Roland. Comment on dégage du foncier à l'heure du ZAN? Alors ce ZAN, on en parle beaucoup, zéro artificialisation nette. On sent
que c'est en train de peut-être d'être réaménagé, d'être assoupli. Pourtant, à Nantes, on veut garder le cap, Pascal Oui. Prat. Alors déjà, le PLU actuellement, appelé PLUM, adopté en avril 2019, faisait suite à un travail important où un des caps importants qui avait été fixé, c'était celui de la réduction de la consommation de ce qu'on appelle les espaces naturels, agricoles et forestiers, les fameux ENAF. Oui. Et donc on était déjà engagé dans cette démarche avant même la loi climat et résilience, donc avant même l'introduction du ZAN. Aujourd'hui, cette réduction de consommation, elle se traduisait par le fait de reconstruire la ville sur la ville, de retravailler sur alors ce qu'on appelle des fois des dents creuses, mais ce qui peut être aussi de la friche industrielle, de la friche tout court, enfin industrielle, souvent de la friche d'activité qui est libérée. C'est le cas par exemple de l'île de Nantes, c'est le cas d'un certain nombre de secteurs. Pierre-Mille-les-Îles, qui est un projet extraordinaire en lien ville de Nantes, ville de Rezé. Oui. On est sur des friches industrielles. Les îles sur la partie Pierre-Mille-les-Îles, la partie roséenne, sont les anciens abattoirs de la métropole nantaise. Donc on est sur de la reconquête, de la reconstruction sur ces friches industrielles. Bachantenay, sur le long de la Loire, c'est aussi un autre exemple de réutilisation de ces fonciers. Donc on ne s'étale plus. On ne consomme plus d'espaces naturels et agricoles et forestiers, mais nous retravaillons la ville sur la ville. C'est pour une grande partie l'état des ZAC, des zones d'aménagement concerté métropolitaines, île de Nantes, Bachantenay, je l'évoque, et puis c'est cette volonté de reconstruire la ville sur la ville. Les OAP dont je parlais tout à l'heure, elles se trouvent très souvent sur des quartiers qui sont déjà urbanisés, déjà aménagés, qui sont vieillissantes, sur lesquels il y a des déprises, et sur lequel on considère qu'on peut intervenir. Et cela concerne l'ensemble des 24 communes de la métropole. Justement, Pascal Prat, on termine avec l'île de Nantes, sur laquelle on se trouve aujourd'hui pour ce forum des projets urbains. Là, c'est un chantier aussi énorme, au cœur de la ville. Expliquez-nous ce que ça va devenir. Déjà, on est dans un très beau bâtiment qui était autrefois, qui appartenait au chantier naval, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est complètement réhabilité. Ouais, on est sur le site de ce qu'on appelait les Halles Alstom, puisque c'était l'entreprise Alstom qui était installée ici, donc entreprise industrielle, de production industrielle, qui travaillait en lien notamment avec les chantiers navals. Alors aujourd'hui, la construction navale est partie sur Saint-Nazaire, mais on est sur ces halles qui ont été réhabilitées. Alors on va y trouver des activités tertiaires, on va y trouver des écoles. Là, vous avez derrière nous l'école des Beaux-Arts de Nantes, l'ESBAN, mais vous allez trouver différents sites de recherche en lien avec l'université et des lieux d'exposition, ces halles ici qui permettent aussi des expositions. Donc on est vraiment dans une démarche de rénovation. Il y a un volet plus touristique, plus de loisirs à la pointe de l'île, avec les machines de l'île, avec un certain nombre d'aménagements, tout ce qu'on appelle le quai des Antilles, là, où on trouve un certain nombre d'entreprises de restauration, lieux d'attractivité. Extrêmement dynamique. Oui, tout à fait, qui participe de la mise en tourisme de la ville de Nantes, avec les machines, avec le manège des mondes marins, enfin bon, un certain nombre d'éléments. Et puis, bien sûr, cette dernière phase sur la pointe sud-ouest, sur laquelle on va retrouver bien sûr l'hôpital, qui est un énorme chantier du transfert du vieux CHU nantais sur l'île de Nantes, donc l'hôpital, avec autour tout un quartier de biotechnologie, c'est-à-dire d'entreprises, de laboratoires de recherche qui sont en lien avec la santé et avec le milieu de la santé. Donc il y a cette volonté de faire sur l'île de Nantes, comme on l'a fait avec l'industrie des loisirs et de la culture sur cette partie de l'île où nous sommes, et bien sur cette partie autour du futur hôpital, toute une partie de biotechnologie en lien avec l'hôpital. Et puis bien sûr de l'habitat, qui viendra prendre place sur la dernière partie de la ZAC, et le fameux parc urbain de 10 hectares d'un seul tenant, qui sera au cœur de la ville, au cœur de la ville, au cœur de cette île. Ouais. Et ben voilà, en tout cas, on a un petit aperçu des transformations qui attendent cette ville de Nantes, avec cette île de Nantes emblématique. Merci Pascal Prat. Je rappelle que vous êtes en charge de l'habitat, des projets urbains et de l'urbanisme durable pour la ville. Et à très bientôt sur Bismart. Merci à vous. Dans Smartimo, on se pose cette question: peut-on bâtir en matériaux biosourcés, en chanvre, en bois et surtout en hauteur? C'est la question qu'on va poser à nos experts. Xavier Day, bonjour.
Bonjour. Vous êtes directeur de projet chez Bâtinant, bienvenue à vous, et vous êtes venu en compagnie d'Éric Gérard. Bonjour Éric, Bonjour. directeur général à Diceo. Avec vous messieurs, on va parler de ce projet Matera, quartier Saint-Donatien, une résidence de plus de 80 logements en R+6, structure bois et béton de chanvre. Mais tout d'abord Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter Oui, tout à fait. Donc Bâtinante est un acteur de la promotion immobilière nantais, historique. Ça fait un peu plus de 40 ans que nous sommes présents à Nantes, spécialisé dans le logement et dans le tertiaire, dans le bureau. Et nous intervenons sur Nantes, bien sûr, et sur tout le Grand Ouest. Voilà. Très bien, d'où l'intérêt de présenter aujourd'hui ce projet emblématique. Éric Gérard, ICO. Alors ICO est un promoteur un peu particulier parce qu'on est promoteur de l'économie sociale et solidaire. On est cousins avec Bâtinante, on fait partie du même groupe. Moi j'ai proposé le projet d'ICO qui est centré sur l'accession abordable à la propriété, la réduction de l'empreinte environnementale et la participation des habitants au processus de conception. Donc on fait aussi beaucoup d'habitat participatif. Oui. Aux associés de Bâtinante qui m'ont dit go, on y va, on avance et on t'accompagne dans ce projet. Alors justement, Xavier, avec vous, on décrit ce projet Matera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les enjeux et le projet? Alors déjà, Matera, c'est une aventure qui a démarré en 2019 avec une réponse à concours, donc un concours lancé par l'aménageur Nantes Métropole Aménagement, donc un concours au sein de la ZAC Mélinette, donc l'ancienne caserne Mélinette de Nantes, donc un emplacement central en plein cœur de Nantes, oui. L'un des derniers emplacements de ce type dans Nantes. Donc ce projet qui a démarré en 2019 a traversé un certain nombre d'étapes avec notamment un dépôt de permis en 2021 et une mise en chantier en 2023. C'est un projet d'envergure et un projet emblématique de par notamment son mode constructif puisqu'on a fait le choix dès la phase concours de construire 80 logements en structure 100% bois et en façade en béton de chanvre. Voilà, donc c'est pour nous une opération emblématique pour Bâtinante et pour l'ensemble du groupe Bâtisseurs d'Avenir. Alors, vous nous avez dit béton de chanvre. Il faut nous expliquer qu'est-ce que c'est. On connaît le béton, on connaît le chanvre. Béton de chanvre, c'est quoi exactement? Alors, ça porte très mal son nom, le béton de chanvre, parce qu'il n'y a pas de béton dedans, il n'y a pas de ciment. On travaille avec ce qu'on appelle la chevillotte, qui est la tige du chanvre, le chanvre qui est le cannabis sans THC. C'est une culture qui est extrêmement intéressante en agriculture parce qu'elle permet de fertiliser les sols sans intrants, sans avoir d'engrais. Et elle pousse quasiment sans eau et sans, bien sûr, éléments nuisibles, sans pesticides. Donc, c'est un résidu d'agriculture qui est extrêmement pertinent à utiliser dans la construction. On est biosourcé, donc on capte du CO2 et on le lie avec de la chaux, ce qui permet d'avoir un matériau solide, relativement léger par rapport à du béton. On est en gros 3 à 4 fois moins lourd que du béton et extrêmement biosourcé, donc extrêmement favorable en termes d'impact carbone. Oui. Il a aussi un autre intérêt, c'est qu'il a un pouvoir de régulation hygrométrique extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il va capter la vapeur d'eau quand il y en a trop dans l'atmosphère et il va la restituer quand il n'y en a pas beaucoup. Il a vraiment cette capacité à améliorer de manière très forte le confort des logements sans être au-delà de ses capacités d'isolation. Cet aspect hygrométrique, c'est un vrai élément de confort sur le béton de chanvre. Mais alors Eric, c'est vrai que dès qu'on parle de matériaux biosourcés, c'est le cas aussi de la paille par exemple. On se dit le chanvre, est-ce que c'est résistant par exemple s'il y a le feu? Est-ce que vous avez testé le produit, le projet? Alors, dans les enjeux qu'on voulait défendre avec ce projet, il y en a deux principaux et c'est ceux qu'on recherche toujours quand on utilise des matériaux relativement innovants comme cela. Permettre à la filière de dépasser des problématiques techniques et assurantielles et donc faire passer un gap à la filière et essayer de contribuer à l'industrialisation des processus de fabrication. Quand on a lancé Matera, les règles professionnelles permettaient de construire en R+2, donc uniquement 2 niveaux, et on se proposait de monter à 6 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Les pompiers n'étaient pas complètement d'accord au début. Et on a travaillé avec la filière chanvre pour faire un essai échelle 1, c'est-à-dire que vous construisez une façade sur 2 étages, vous mettez le plancher intermédiaire, vous mettez 2 tonnes de combustible en bas avec une fenêtre et vous regardez comment ça se passe. Vous mettez le feu, littéralement. Vous mettez le feu à votre échelle maquette 1. Voilà. Et en fait, le béton de chanvre est quasiment incombustible. Donc ça nous a permis vraiment de passer le cap.
dans les liens qu'on avait avec la filière aussi, et aussi de contribuer à l'avancée de toute la filière sur ces questions-là. Xavier Day, justement, on le disait à l'instant, vous êtes heurté à plusieurs freins, notamment assurantiels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient là aussi les enjeux? Oui, alors je donne souvent une anecdote. Quand on a fini, ou du moins franchi une phase importante des études, qui est la phase projet, on a eu un rapport du bureau de contrôle avec 130 avis suspendus et 15 avis défavorables. Donc bien évidemment, un projet qui a autant d'avis suspendus ne peut pas être assuré. Donc on a travaillé pendant près d'1 an sur cette phase conception pro DCE pour lever l'ensemble de ces avis. Eric l'a dit, on a travaillé avec Construire en Chanvre, qui a mené un essai Le Pire 2, et qui s'est ensuite transformé sur le chantier avec le CIRIB via un avis de chantier. Avis de chantier qui a été, dont l'avis favorable a été émis début 2024 et qui a permis de lever les derniers freins assurantiels. Donc c'est vraiment un projet qu'on a initié dès le départ, dès 2020, sans avoir toutes les garanties réglementaires d'y arriver, mais on a levé au fur et à mesure avec les bureaux de contrôle, avec les bureaux d'études spécialisés et avec nos architectes, bien sûr, l'ensemble de ces freins. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes techniques, notamment? Alors, il y en avait pas mal. Il faut savoir que c'était une première en France, un R+6 structure bois avec une façade béton de chanvre. Il y avait eu 2 projets en R+8 béton de chanvre, mais sur des façades béton. Et en fait, le fait de rajouter la structure bois, ça a posé énormément de questions sur la manière dont se dilatent les 2 matériaux l'un par rapport à l'autre. L'avantage du béton, c'est qu'il se dilate quasiment pas. Voilà. Et donc, en poussant ce grade-là encore plus loin, on a eu à faire face à beaucoup de sujets dans la liaison entre la façade et la structure. On a eu aussi, comme on est sur 4 faces, et puis dans un territoire nantais où il peut se produire qu'il pleuve, on a eu aussi, ça arrive, beaucoup d'éléments à apporter sur la protection de la façade à l'eau et notamment aux pluies battantes. C'est pour ça que les règles professionnelles s'arrêtaient au R+2 et qu'en allant au R+6, on a eu un certain nombre d'éléments techniques à incorporer à la façade complémentaires pour pouvoir assurer le bâtiment. Donc finalement, c'est un véritable démonstrateur, cet immeuble. Vous avez poussé les frontières de ce qu'il était capable de faire, de fabriquer jusqu'ici avec ces matériaux biosourcés. Oui, c'est un combat de chaque instant et sur chaque détail où vous avez une nouvelle question du bureau de contrôle qui arrive et où vous devez trouver une autre solution, que ce soit sur des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ, que l'acoustique. Enfin bon, voilà, il y a une somme de problématiques que vous rencontrez au fur et à mesure de la conception qui est énorme quand vous innovez à ce point-là. C'est rassurant aussi quelque part parce que ça veut dire que le bâtiment, tout en étant innovant, a affronté l'ensemble des problématiques et des risques de sinistralité qu'il pouvait rencontrer et qu'il est extrêmement contrôlé dans sa mise en œuvre. Donc c'est aussi ce qui permet aujourd'hui à certains qui me l'ont dit d'avoir fait évoluer les techniques courantes, et aujourd'hui on peut faire un R+6 en technique courante, en béton de chanvre, grâce à des opérations comme celle-là. On pourra aller même plus haut, ou ce sera encore d'autres combats? Alors, 3e famille A et B, ça aujourd'hui c'est acquis. Je pense qu'en 4e famille, c'est bon, voilà, sur les encore plus hauts, il y a là à nouveau des process à mettre en œuvre. Mais... Et puis ça suffit pour la ville, qui c'est déjà pas mal du tout. Un mot, messieurs, justement sur l'équation économique, c'est important aussi. Quels sont les coûts ou peut-être les surcoûts par rapport à une construction traditionnelle en béton classique? Alors c'est une opération qui sort, je dirais, entre 10 et 15% plus cher qu'une opération classique 100% béton telle qu'on le faisait auparavant. Donc bien évidemment, ce sont des surcoûts qu'il faut être capable d'absorber. Alors naturellement, ces projets-là, avec ces surcoûts-là, sont possibles grâce au partenariat qu'on a avec la collectivité, notamment la ville de Nantes et l'aménageur et Nantes Métropole Aménagement, qui ont cette maîtrise foncière qui nous permettent nous, derrière, d'avoir des ambitions fortes sur le projet et sur le coût de construction. On serait sur des secteurs privés, ce serait un peu plus délicat. Bien sûr. Donc il faut vraiment poursuivre ces partenariats de maîtrise foncière pour nous permettre de construire et de développer encore plus ces projets innovants. Voilà, beaucoup plus, un peu plus cher finalement, 10 à 15%, mais au niveau de tout ce qui est écologie, on va dire, avec gaz à effet de serre, etc., la facture est... En termes d'impact carbone, c'est évidemment réduit. On est sur un niveau 3 en termes de label biosourcé. Et puis en confort d'usage, Eric en parlait, c'est nettement supérieur, bien sûr. Bien sûr. Alors la dimension d'accession sociale, elle est au cœur des préoccupations de ce projet et de la ville de Nantes d'une manière générale. Comment se répartissent aujourd'hui les 81 logements
Alors, c'est donc une opération de 80 logements décomposée en trois parties. On a un premier tiers d'accession à prix maîtrisé, donc, qui a été commercialisé notamment par ICO. Donc sur des conditions de ressources, d'éligibilité ressources au niveau PLS. Oui. Un deuxième tiers. On a une fourchette de prix, Oh bah justement. oui, Eric. On était à 3 700 euros sur l'accession abordable destinée à des gens en PLS. PLS, on va dire, c'est les 2 tiers de la population, en gros. Ça peut sembler élevé. Il faut se rendre compte que l'ancien, sur ce territoire-là, tourne entre 4 500 et 5 000 euros le mètre carré. Ouais, donc c'est très très en dessous. Oui, puis on a eu un deuxième tiers de logements réservés à des acquéreurs occupants avec des niveaux de ressources un petit peu plus élevés. Et puis un dernier tiers en accession libre, voilà, qui a tourné autour de 5 500 6 000 euros du mètre carré. Très bien. Cette opération, on l'a compris, vous a permis voilà, de transpirer sur ce dossier, mais également d'engranger de l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer, que vous allez dupliquer peut-être, ou on revient à quelque chose de plus classique? Alors c'est une opération, effectivement, c'est une première pour nous qu'on souhaite bien sûr renouveler, hein. On a essuyé les plâtres, vous l'avez compris, mais justement c'est pour transformer l'essai et le reproduire. Et encore une fois avec l'appui de la collectivité qui sera indispensable pour nous aider à reproduire ça. Pour ICO, c'est quelque chose qui n'était pas une première. Alors avant ICO, dans ma vie précédente, on avait fait le premier collectif bois de tout l'arc atlantique en 2010. D'accord. On essaye de travailler régulièrement sur ce point-là. Comment est-ce qu'on permet aux filières de progresser et de s'industrialiser? Et avec l'atelier Philippe Madec, on n'a pas cité les architectes, on est en train de travailler sur une nouvelle opération où il y a aussi un ATEX, où on sort des techniques courantes, mais là sur de la construction en briques de terre crue structurelle sans liant, voilà, donc quelque chose qui est aussi hors technique courante. On essaie régulièrement de voir sur certains projets comment on peut intégrer ces éléments-là qui sont nécessaires pour que demain on puisse sortir du béton et à maîtriser notre impact carbone. Améliorer notre empreinte carbone, bien évidemment, avec, on l'a vu, des surcoûts finalement assez modestes au regard. Au final, dernière question, comment trouvent les gens? Est-ce qu'ils voient la différence avec un bâtiment classique, ou est-ce qu'on est bien à l'intérieur de Matera? Alors on livre dans 3 mois, donc ils vont le savoir. il est bien, mais ils vont le savoir. Ouais. Faut faire ce retour d'expérience. Ce que dit la personne qui suit le chantier, c'est qu'il n'a pas eu du tout, pendant les périodes d'hiver, la sensation d'humidité qu'il a dans les chantiers béton. Grâce aux propriétés du béton de chanvre, et que du coup c'était très agréable de venir dans ce projet. Il faut saluer les 2 agences d'architectes, Ramdam et Palast, qui ont aussi sué sang et eau sur le sujet. Oui. Et l'accompagnement de Canilla, dont un des associés est membre de Construire en chanvre, Canilla étant donc une 3e agence d'architecture qui est spécialisée dans le chanvre et qui est très liée à la filière, et qu'on avait associée. Sans elle, on n'aurait pas réussi à lever tous les obstacles. Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette construction en chanvre qui progresse grâce à ce démonstrateur, et même un peu plus, la filière qui s'organise pour réduire l'empreinte carbone. Merci à Xavier Deshaies, je rappelle que vous êtes directeur de projet à Bâtinant, et merci à Eric Gérard, directeur général d'ICO. À très bientôt dans Smartimo. Merci beaucoup. Dans Smartimo, tout de suite, on va s'intéresser à l'école, ou plutôt aux cours d'école, des cours d'école qui sont en train de se transformer. On en parle avec une spécialiste, c'est Léa Guillois-Marteuse. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle d'innovation et transition à Laurent. Alors Laurent, c'est l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre agence? Oui, bien sûr. Donc, Laurent, on est une structure qui travaillons avec sur l'ensemble du département. On est une association où les collectivités sont adhérents. On travaille donc sur le département, comme je l'ai dit, et un petit peu à Vendée. On accompagne nos adhérents aussi bien sur des documents de planification que dans des projets urbains, et en passant bien sûr par toutes ces questions environnementales et de transition de plus en plus présentes aujourd'hui. Très bien. Alors justement, on s'intéresse aujourd'hui à la cour d'école. Pourquoi vous avez fait ce travail de repenser, de réinventer cette cour d'école?
Eh ben, la cour d'école, on le voit un peu comme un microcosme aussi de l'espace public où il y a beaucoup de questions aujourd'hui de notre société qui s'y passent, aussi bien des questions sur les chaleurs, la canicule. En fait, il fait Oui. chaud dans une cour d'école, qui est classique parce qu'une cour d'école, c'est bitumé sur les questions d'usage parce que les cours d'école aujourd'hui, elles sont pensées par et pour les adultes avec vraiment cette question de surveillance. On voit tous les enfants, pas forcément de nature parce que c'est difficile à entretenir. Et du coup, ça nous paraissait intéressant de se positionner et d'accompagner nos adhérents sur ce sujet de qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une cour d'école. On attend qu'elle réponde à des besoins des enfants. On attend beaucoup de choses qu'aujourd'hui, ce qu'une cour d'école ne nous fournit pas, Oui, les alors cours justement, vous actuels. avez travaillé et quel type de travaux vous avez menés justement pour On, repenser cette cour d'école? On a vraiment essayé de se poser la question de qu'est-ce qu'une cour d'école vivable dans notre monde aujourd'hui et on a accompagné les collectivités pour mettre en place des démarches et se poser c'est quoi une cour d'école vivante? Une cour d'école aujourd'hui, c'est répondre aux besoins des enfants, donc quel type d'aménagement ils font. Oui, Des petites buttes, ça suffit très bien, mais une petite butte, ça permet de courir, de sauter. Comment on replace la question du genre dans une cour d'école et qu'on enlève le terrain de foot aussi qui est au milieu un peu caricatural. Comment on arrive aussi à gérer les eaux de pluie dans une cour d'école, à amener de l'ombre, de la fraîcheur pour les enfants, rétablir le côté avec la nature. Donc voilà tout le travail qu'on a fait, repenser du coup des aménagements de cours d'école et accompagner aussi nos adhérents pour pouvoir les mettre en œuvre jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui est intéressant, bien c'est sûr. pas simplement un plan d'aménagement, une cour d'école, c'est aussi une nouvelle vie qu'on change, des nouveaux usages. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'accompagner le projet avec des process de concertation, mais aussi à la fin, comment on la gère, cette nouvelle cour d'école. Oui, Léa, c'est vrai qu'une cour d'école, par exemple, où il y a de la végétation, Oui, de nouveau, ça peut devenir un outil pédagogique, c'est-à-dire ça exact. peut être un cours sur les végétaux, sur les insectes, pourquoi pas? Exactement, apprendre dehors, c'est pas du tout pareil qu'apprendre à l'intérieur d'une classe. Donc, il y a en effet apprendre dehors avec les éléments de la nature, mais c'est aussi changer la forme d'apprentissage. On peut apprendre en cercle et pas en frontal devant la maîtresse. Donc, on fait beaucoup de petits amphithéâtres dans nos nouvelles cours d'école qui permettent justement de pouvoir apprendre dans des nouveaux dispositifs, en fait, un peu d'apprentissage pour les enfants. Et aussi en manipulant, on va mettre des potagers Oui. pédagogiques, ce qui est vraiment très intéressant. Et puis, apprendre aussi, par son corps, ce que je parlais tout à l'heure, escalader des buttes, faire des roulades et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qu'on a perdu aujourd'hui. Les enfants passent beaucoup moins de temps, dehors qu'à l'intérieur par rapport à il y a 40 ans, en fait. Donc on réapprend aussi la vie en extérieur dans les cours d'école. Ouais, en tout cas, ça paraît mieux que de passer son temps derrière une tablette, effectivement. Dans quelle mesure cette initiative là sur les cours d'école à Nantes va se généraliser? Combien d'écoles vont être touchées ou en Alors, pourcentage? nous, on accompagne tous nos adhérents, donc vraiment il y a une question de la Loire-Atlantique et on a de plus en plus de demandes, là-dessus sur, la question de changer les cours d'école. Presque chaque collectivité s'y met. On a eu la chance, d'accompagner aussi la ville de Nantes qui, elle, a donc beaucoup quand même de cours d'école et qui s'est fixé comme objectif de changer un tiers de ses cours d'école sur le mandat. Ouais, un tiers, et puis je crois que vous êtes accompagné aussi par des associations telles que Nature et Jardin. Alors, Nature et Jardin, qui est un service de la Oui. ville de Nantes et qui travaille énormément. C'est la direction de l'éducation qui pilote ce projet à la ville de Nantes de transformation des cours d'école que nous, on vient accompagner. Mais il y a aussi le service Nature et Jardin, donc les jardiniers de la ville de Nantes, qui prend part aussi à cette transformation en proposant des plans, Mm. en aussi exécutant quelques travaux et puis en gérant les jardiniers derrière. C'est multiservice. On a 7 directions de la ville de Nantes qui travaillent sur ce projet avec la question de l'égalité, la direction égalité, la direction du dialogue citoyen, la direction du Oui. bâti, de nature. Il y a beaucoup en fait de directions qui sont sur le projet des cours d'école de la ville de Nantes. Voilà, tout le monde sur le pont, en tout cas à Nantes, pour transformer ces cours d'école. Et c'est tant mieux pour nos chères têtes blondes ou brunes. Merci, Léa Guillois-Martin. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle innovation et transition à Laurent, l'agence d'urbanisme de la région nantaise. À très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.